il y a beaucoup de politiques qui disent tout le temps j'en assume la responsabilité ou j'en prends la responsabilité. Mais bizarrement, ils en assument rarement les conséquences des responsabilités. Le terme responsabilité est une chose, c'est facile à dire, on l'entend tout le temps. Mais il y a une acceptation éventuelle des conséquences, mais il n'y en a pas de conséquences. Alors que quand on est patron à bord d'un bateau comme ça, les conséquences, c'est de perdre un mec en mer. Bonjour Loïc Perron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Vendée Globe n'est pas terminé. Cette année, vous ne participez pas à la course. Et non. Puisque vous êtes là avec nous. En revanche, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette course suscite autant de commentaires et d'enthousiasme auprès du public à chaque édition? Alors peut-être plus particulièrement encore cette année. Les marins ont la chance de faire rêver, j'ai l'impression. Et quand, je dis souvent, quand on nous reconnaît... Quand un chauffeur de Uber ou de taxi nous reconnaît dans le rétro, il ne nous dit pas bravo, il nous dit merci. Et donc c'est une chance incroyable, c'est un honneur incroyable que de porter à rêver. Pour quelle raison? Parce que justement on s'éloigne de tout, on s'éloigne du genre humain, on est même d'ailleurs les marins, ce fameux point Nemo dans le Pacifique, dont pas mal de concurrents sont encore pas loin, c'est justement le point où on est les plus éloignés des autres hommes et femmes de la planète. Les plus proches de nous sont ou les autres concurrents, ou la station spatiale orbitale. Donc ça crée, on est les derniers, pas découvreurs, puisqu'on ne va rien découvrir, on va redécouvrir un désert maritime éloigné des vicissitudes terriennes, avec des problématiques permanentes, avec des souffrances assez considérables, mais qu'on a choisies, donc on n'a pas le droit de s'en plaindre. Il y a plein de valeurs assez jolies que véhiculent les marins. Il me semble que ça fait rêver, ou du moins frémir, ou du moins penser, ou imaginer. Il y a peut-être ça aussi, parce qu'il n'y a pas de public direct, même si les obligations d'envoyer des images font qu'on est beaucoup au courant de ce qui se passe là-bas au large, mais il y a heureusement des grands silences que les terriens comblent eux-mêmes en se disant iceberg, albatros, grosses vagues, solitude, froid, neige, souffrance, et qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi? Et ça marche particulièrement avec le Vendée Globe, qui est une course qui éloigne pendant longtemps les marins. Et puis la première des raisons, c'est que c'est un tour du monde. Le tour du monde, malgré tout, la Terre est ronde, même si certains en doutent, et on arrive à le prouver assez régulièrement. Et c'est quand même assez... C'est peut-être ça, c'est tout aussi simple que ça. Un homme ou une femme sur un bateau, tout seul, autour du monde. C'est surtout un révélateur de personnalité, à mon avis. Parce que c'est l'un des... Un peu comme une série sur différents sites de streaming, on a le temps de s'habituer aux personnages parce que ça dure longtemps. Sur un film, parfois ça passe trop vite. Une transat, c'est juste un film. C'est même parfois un petit 26 minutes. Alors qu'un Vendée Globe, ça dure 3 mois. Et donc on a le temps régulièrement de s'habituer aux personnages, de les entendre, de les comprendre, de les découvrir parfois ou de les redécouvrir. On parle d'un Jean Le Cam et d'un Kevin Escoffier. Ben voilà, on a redécouvert Jean. Et on a découvert Kevin, les deux qui sont des très bons. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé justement entre Jean Le Cam et Kevin Escoffier? Il s'est passé ce qui se passe à chaque fois qu'on n'écrit pas une histoire, mais qu'elle s'écrit toute seule par des événements assez étonnants. Et il y a eu le naufrage d'un bateau, esquipé par Kevin Escoffier, et le sauvetage par un autre bateau et un autre marin avec Jean Le Cam. Le tout vécu plus ou moins en direct, parce que les moyens maintenant de communication sont tels, et heureusement d'ailleurs. Et puis surtout un moment de bravoure intéressant quand même et de compétences extrêmes de la part des deux marins dans leurs cas respectifs. On était dans des conditions quand même météo un peu chaudes, enfin un peu chaudes, un peu fraîches pour le coup, et puis surtout un truc qui n'arrive quasiment jamais, un bateau qui coule assez brutalement, ce qui est le cas qui a coulé sous les bottes de Kevin, un garçon avec qui j'ai fait un Jules Verne il y a quelques années, qui était un garçon extrêmement compétent, qui faisait son premier Vendée Globe, très bien géré jusque-là, et puis le bateau casse en deux, donc c'est pas une bonne nouvelle, c'est même pas... c'est pas bien du tout d'un point de vue ingénierie et architecture pure. Il va falloir quand même se poser des questions. Il n'y a pas de boîte noire, malheureusement, comme sur les avions, et quand bien même, elle serait par 10 000 mètres de fond. Mais... Et puis voilà, puis un sauvetage, et puis la preuve, s'il en était besoin, d'une solidarité dans le domaine maritime évidente. Et sur le naufrage en lui-même, il avait peu de temps pour réagir. Ah oui, catastrophe. Ouais, non, mais incroyable. La description de Kevin est intéressante. Le bateau se casse en deux, c'est rare, hein. Donc de l'eau s'engouffre immédiatement. Il ne faut pas oublier que ces monocoques ont une quille de quelques tonnes de plomb qui n'a qu'une tendance, c'est à contrer Archimède de manière assez efficace. Et donc forcément ça coule. Hein. Et là, il faut vite attraper le plus vite possible une combine de survie. L'eau est à 3 degrés. Espérance de survie dans l'eau, quelques minutes éventuellement, ou à peine. Et attraper le fameux radeau de sauvetage. Il y en a 2 dans le bateau. Il y en a un à l'arrière et un à l'intérieur. L'intérieur, il est déjà sous l'eau, c'est raté. Le bateau se casse en 2, il cavale derrière, tac, 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 il saute dans l'eau.
avec le radeau même pas gonflé. C'est ça ce qui est fascinant, en espérant, en tirant sur la petite ficelle de ce radeau de survie, que la percussion de la bouteille qui permet de le gonfler va fonctionner. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça a fonctionné. Et il saute dedans, et puis Jean arrive avec d'autres concurrents qui sont déroutés par l'organisation, voit Kevin dans son radeau, mais le perd parce que la nuit vient d'arriver. Et oui, des bonnes angoisses, mais qui se finissent bien, fort heureusement, et qui font partie de cette légende du Vendée Globe qui est écrite à chaque fois, et même des histoires maritimes au sens large d'ailleurs. Et vous, quels sont vos souvenirs alors du Vendée Globe à titre personnel? Moi, j'ai eu la chance de faire le tout premier en ancien combattant, c'était il y a une trentaine d'années, la première édition du Vendée Globe qui était en 89-90, merci. Donc c'était comme beaucoup d'autres, c'était mon premier tour du monde, première fois que je passais l'Équateur, première fois que j'allais passer le Cap Horn, sans la certitude de le faire bien sûr au départ. Et à l'époque, beaucoup moins de moyens de communication, aucune liaison directe, pas de téléphone, il n'y avait que de la radio crachotante, un peu de GPS évidemment, ça existait. Et j'ai eu moi-même l'occasion d'aller sauver, enfin, aider un copain qui avait chaviré, lui il n'avait pas coulé mais il avait chaviré, c'était Philippe Poupon. Donc ça fait partie un peu de la légende. C'était pas vécu en direct, ce qui n'enlevait rien à l'émotion, bizarrement. Parce que justement l'imagination est un peu moins mise à l'épreuve quand elle est trop gavée d'informations. C'est tout le paradoxe. Et il y a une trentaine d'années, il y avait juste de la radio, du son, ça vibrait encore un peu comme ici Londres, hein, c'était pas aussi précis qu'avec du satellite, il y avait on entendait l'éloignement, on ne l'entend plus. Moi je trouve que c'est un peu une... C'est qui est revenu avec les images. Et les images, je les avais balancées, c'était de la cassette, au Cap Horn, à mes frangins, qui étaient là en promenade, en aventure, et qui étaient là à m'attendre, et qui ont reçu dans une petite boîte étanche les cassettes, qui elles-mêmes sont rentrées à Paris, alors que je remontais l'Atlantique Sud, exactement comme le font les concurrents réels aujourd'hui. Là. Et ça avait participé aussi à la légende du Globe. Ouais. Et c'est une course dans laquelle vous avez éprouvé des sensations différentes de vos Jules Verne, de Route du Rhum, de transats diverses et variées. Oui, je pense que ce qui se répète à chaque fois pour les marins, hommes ou femmes, qui ont la chance de prendre le départ d'un Vendée Globe, c'est cette notion de tour du monde, justement. C'est pas anodin de faire un tour du monde à la voile, sans escale et en course. Faire du bateau, c'est pas très compliqué, et je le souhaite à tout le monde. Le faire en course, ça l'est déjà un peu plus, parce qu'aller vite, ça devient dur. Le faire tout seul, c'est encore pire. Le faire sur un multicoque, il n'y a pas d'équivalent en termes de stress, mais autour du monde, c'est quand même... on est moins... Je ne sais pas qui a dit ça, mais je crois qu'on est moins de personnes à avoir fini un tour du monde en solitaire que de personnes à avoir été dans l'espace, par exemple. Donc c'est quand même réservé à une élite, ce qui n'est pas péjoratif, bien au contraire. Mais en tout cas, à peu de gens. Donc c'est pas anodin que de prendre le départ, mais c'est même pas la ligne de départ, le problème de la ligne de départ. C'est quelques années avant de se décider et d'avoir une vie entière consacrée à un Vendée Globe. Ça arrive comme ça. Et malheureusement, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai pris 3 fois le départ du Vendée Globe, j'en ai fini qu'un. Donc il faut être extrêmement fataliste et optimiste, c'est mon tempérament de base, mais il faut accepter les aléas, tout comme dans cette vie un peu complexe d'anus horribilis permanent ou répété, je l'espère pas, mais il y a des hauts et des bas, on est bien d'accord. Là, en ce moment, c'est pas terrible. Mais bon, il faut accepter la sinusoïde. Et le ressort intime qui fait qu'un marin, en plus de faire un certain nombre de courses, va faire celle-là, c'est une détermination, c'est un déclic qu'il faut attendre. Moi, ça dépend un petit peu de la manière dont on se positionne. C'est vrai qu'en gros, des événements comme ceux-là dans une vie, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a déjà que tous les 4 ans, ce qui concerne les Vendée Globe. On ne va pas en faire une spécialité. Certains en ont enchaîné pas mal, hein. Jean en est à son 3e, je crois, ou même 4, je ne sais même plus. Je crois que c'est le 5e. Au 5e, pardon, exactement, c'est du délire. Moi, bizarrement, j'ai jamais voulu me spécialiser dans une seule voie, même si j'en ai enchaîné 3 ou presque. Mais non, il arrive un moment où on a envie, où on se sent prêt, mais il y a aussi une différence de manière de faire. En gros, il y a des gens qui sont sur ce Vendée Globe en ce moment, comme les précédents, qui ne veulent juste faire qu'un tour du monde en course, c'est tout. Pour eux, peu importe le résultat, et ils n'ont même aucune envie de gagner, ni les moyens, ni les compétences pour le faire. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus motivés et uniquement motivés par le fait de gagner. Et c'est d'ailleurs encore plus difficile pour eux quand ils se retrouvent derrière. Donc il y a plein de manières d'aborder un événement, une épreuve comme celle-là. Mais je me souviens qu'il y a 30 ans, ou il y a un peu plus de 30 ans, quand Philippe Gentot, le créateur du Vendée Globe, avait annoncé son idée de créer ce tour du monde, tout de suite, je me suis dit, je fais. Tout de suite, sans hésiter, je fais. Je ne sais pas comment, je ne sais pas sur quel bateau, mais j'y serai.
créateur avec Philippe de Villiers. Avec Philippe de Villiers, bien sûr. Et quelle était d'ailleurs leur association à ces deux-là? Parce qu'ils ne sont pas le même métier quand même, entre Non. Philippe de Villiers et Philippe Gentot. Et comment ils en sont venus à réussir à collaborer? Philippe Gentot avait gagné précédemment 2 courses autour du monde, mais avec escale, en solitaire, qu'on appelait le Box Challenge, sur des bateaux Crédit Agricole, me semble-t-il, oui. Et puis, à son retour de ce 2e Tour du monde victorieux, dans les années 85, par là, pour quelle raison il a trouvé la Vendée où un accueil chaleureux et intelligent de la part de ce département vraiment efficace, on va dire, et en tout cas de Philippe de Villiers, je ne sais pas, pour être très franc, mais en tout cas c'était la bonne idée. C'est vrai, ça a définitivement assis un département à la hauteur d'une région, bizarrement, de ce point de vue-là en tout cas. D'ailleurs qui était peut-être moins directement lié à l'imaginaire de la mer que le Finistère ou c'est vrai, mais par contre très lié à l'économie de la mer, puisque les plus gros chantiers de France, de Beneteau, Jeannot et quelques autres, au Sable d'Olonne, un peu partout, et La Rochelle, enfin c'est un petit peu plus sud bien sûr, mais en fait c'est un département très très actif dans le domaine de l'activité maritime. Alors vous êtes aussi avec nous aujourd'hui pour ce livre formidable qui s'appelle Le Dictionnaire amoureux de la voile, qui est une collection de chez Plon que vous rejoignez donc à votre tour. Et plus qu'un dictionnaire, c'est aussi une autobiographie. Un dictionnaire parce que c'est classé par lettres, mais une autobiographie parce que c'est un livre très personnel. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, on va pouvoir en discuter. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre et surtout à choisir ce format? C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un cadre un peu défini qui est celui du dictionnaire, à prendre un peu de liberté et à pouvoir broder autour de votre propre carrière ce récit maritime vraiment passionnant. Alors tout d'abord, j'ai été extrêmement honoré qu'on me demande de le faire, parce que quand on voit la liste des vrais écrivains et auteurs qui ont précédé et qui suivent d'ailleurs depuis pas mal d'années maintenant, donc c'était même un challenge important. C'est le genre de truc que j'aime bien de relever. Je ne me sentais pas capable de le faire tout seul. J'en avais ni le talent, je n'en ai ni le talent d'ailleurs, ni le courage, et je me suis entouré du talent génial de Jean Leloutouzé, qui est un de nos confrères de Libé et du Monde, que je côtoie depuis des années. Et c'est par lui d'ailleurs qu'est venue cette sollicitation. Après, ce qui est assez intelligent chez eux, chez Plon, ça a été, il n'y avait aucune consigne, rien. Seul évidemment, l'abécédaire d'essayer d'illustrer les lettres, plus les volumes et la quantité n'avait aucune espèce d'importance. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas très passionnant de raconter avec nos termes abscons tout le vocabulaire un peu imagé des marins. Et ben non. Et heureusement, c'était pas du tout ça l'idée. Et tout doucement, alors arrive un moment dans une vie, palpitante ou pas, et jusqu'à maintenant la mienne l'a été, était de cette envie un peu narcissique de se raconter. Ça traîne dans la tête de tout le monde, ne serait-ce que pour... d'un point de vue d'héritage à ses propres enfants, ne serait-ce que ça. Et d'ailleurs, ce matin même, j'ai laissé l'un des exemplaires, et je ne l'avais pas prévenu, dans l'appartement de mon fiston ici à Paris, où j'ai dormi. Il n'était pas là, et avec une dédicace de son papa pour son fiston. C'est un peu ça. C'est un peu un testimonial, en fait, des aventures maritimes qui se passent souvent loin des yeux, mais près des cœurs, on l'a dit à propos des Vendée Globes, et arrive un moment, on a envie de les mettre sur le papier. Et c'était un bon moyen, bizarrement, de se retrouver avec ces personnages, avec ces moments, avec des Florence Artaud, des Laurent Bourgnon, avec des gens qui ont participé, avec qui j'ai vécu une vie intéressante, de mon point de vue, j'espère, et qui peut intéresser les lecteurs potentiellement. Et puis, ça peut apprendre des choses un petit peu plus personnelles, c'est vrai. C'est pas une question de se confier, mais c'est intéressant de se coucher sur le papier, bizarrement. Les marins font des phrases, mais quand ils les couchent pas sur des pages blanches, ça peut être marrant. Alors dans la galaxie des personnages intimes, on retrouve notamment votre père, qui est capitaine de marine marchande, qui présidait aux destinées d'énormes pétroliers, notamment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce personnage, et notamment son chien, cette histoire incroyable de l'arrivée à Portland de mémoire? Oui. Alors le commandant Perron est un monsieur disparu malheureusement depuis longtemps, qui avait des sourcils un peu comme les miens. J'ai hérité au moins de ça. Ça vous fait un point commun avec François Fillon? Ça nous fait un point commun, vraisemblant avec François Fillon, grand capitaine d'industrie que l'on sait. Et alors, mon papa était donc capitaine de long cours. Il a fait partie de la toute première on appelle ça, promotion polyvalence à Nantes, à l'école Hydro. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant, on apprenait aux jeunes à être ou mécanicien ou capitaine, en gros, ou la passerelle ou la machine. Et enfin, dans les années 50, on a fait la polyvalence, les deux.
Et puis, je passe quelques décennies, il s'est retrouvé commandant d'un des 4 plus gros pétroliers du monde, les fameux 500 000 tonnes construits à Saint-Nazaire. C'est énorme, ça fait 414 mètres de long, 30 mètres de tirant d'eau. Enfin. On va mettre 2 fois le Palais de France dedans. Exactement, on peut mettre 2 France intégralement dans les citernes. Donc une autorité naturelle, avec ses enfants et avec ses troupes, très apprécié de ses équipages, ce que j'ai essayé de faire moi aussi dans mon petit domaine, sur mes petits bateaux. Il nous a élevés, ils nous ont élevés, nos parents, de manière assez géniale, avec une propension à nous faire découvrir. En gros, à chaque fois, j'ai toujours l'exemple, mais quand on est en petit bateau de croisière avec eux, et papa, on est où? Regarde la carte. Ce n'est pas une explication, c'est juste une sorte d'incitation à découvrir par soi-même, et ça a été assez permanent. Mais une autorité et une sorte de morale assez particulière et qui n'est pas regrettable du tout. En gros, on est 5 enfants. Les 3 frangins, Bruno, moi-même, Stéphane, et puis 2 petites sœurs jumelles. On a tous, les 3 frères ont été virés de chez nous, à tour de rôle, parce qu'on ne voulait pas continuer des études. Mais on voulait faire du bateau. Et ça, c'est intéressant. Le deal a été intéressant. Tu continues, essaye de refaire une terminale, parce qu'aucun n'a eu son bac dans les 5. Grande détresse parentale. Mais par contre, voilà, tu veux refaire des études ou pas. Ben, si tu veux, on te nourrit. Si tu veux pas, c'est dehors. Et donc, à 18 ans, je me suis retrouvé dehors. Mais avec un capital évident, non pas d'héritage, absolument pas, rien. Mais rien, pas un centime, rien du tout, mais une éducation qui m'a permis d'avoir envie de découvrir, tout simplement. Donc, on leur en sait gré d'avoir été relativement strict, voire même très. Mais je pense que ça nous a beaucoup aidé. Si c'était à refaire, je trouve que d'avoir envie, d'avoir faim, est souvent le meilleur moteur. Alors, il ne faut pas que ça soit à l'extrême, on est bien d'accord, c'est trop facile, quand on a été bien nourri, de dire qu'il faut avoir faim de temps en temps. Mais en tout cas, de ne pas avoir été aidé, ça m'a pas mal aidé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce chien, pilote de supertanker? Donc, fan de chiens et de bâtards, un bon vieux bâtard qui s'appelait Kyok, tout comme ses chiens d'enfance quand il avait. Qu'est-ce qu'il veut dire en breton? J'en ai aucune idée. Ah, je crois que vous le dites dans le livre. Je m'en souviens plus du tout. Si, vous dites la traduction, j'ai oublié aussi, mais... Kyok, allez non, tu vois, comme quoi l'amnésie a du bon. Nos amis téléspectateurs... Nous corrigerons immédiatement. En cherchant sur Internet. Et le Kyok, oui, alors était très régulièrement embarqué à bord des pétroliers, parfois par hélicoptère au large de Cape Town, comme les équipages, avec ses équipages un peu partout. Et là, il y a une anecdote, il y a très longtemps, il rentre avec... vous savez, quand on fait rentrer des gros bateaux dans des chenaux, il faut un pilote, le pilote officiel de l'endroit, qui va vous guider, qui n'a pas la responsabilité de la manœuvre, mais qui va intimer l'ordre au pilotin, celui qui barre le vrai pétrolier, qui est un jeune élève en général, d'aller à droite, à gauche, passer la bouée, machin, en faisant gaffe. Et il y a un pilote américain qui est assez pas très drôle, et à bord, il demande toutes les 5 minutes à ce que le pilotin soit changé, parce qu'il ne convient pas, il trouve qu'il réagit mal. Donc pilotin numéro 1, mon père commandant qui est juste derrière dit un tel prenez la barre. Le pilote américain est toujours pas content, un tel prenez la barre. Et le pilote, pour la 3e fois, dit je suis désolé, celui-là n'est pas bon. Et mon père regarde derrière et dit il ne me reste plus que le chien, Kyok prend la barre. Et c'est vrai que le chien en question, qui était parfaitement un chien de cercle, avait l'habitude de prendre la barre d'un des plus gros pétroliers du monde, ce qui n'était pas le cas en fait, il était plus petit. Et là, ça a failli être un incident diplomatique intéressant, parce qu'une entrée d'un pétrolier dans des eaux américaines, entre des bouées et des rives pas très larges, barrée par un jeune chien français, c'est pas toujours accepté. On découvre aussi des éléments sur votre enfance, qui n'a pas toujours été sur le plan scolaire la plus linéaire. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Et donc, vous étiez dans un pensionnat assez fameux de Vannes, qui s'appelle Saint-François-Xavier, qui était tenu historiquement par des jésuites. J'ai connu. Et oui, d'ailleurs, il y a eu pas mal de gens connus, puisqu'il y a eu Jean-Marie Le Pen, il y a eu vous. Ah oui, Le Pen. Il vient de Saint-François? Et il a été renvoyé aussi, figurez-vous. Ah merde. Bien sûr. J'espère que c'est le seul point en commun. Il y a même votre serviteur qui est passé. Ah oui, comme ça, il y a des gens bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement votre expérience à Saint-François-Xavier? Alors, l'un des meilleurs souvenirs, c'est que le jour, meilleur, en tout cas, symbolique souvenir, le jour où ils m'ont viré, les jésuites, pour le coup, le père jésuite, le père Ramel, qui était un monsieur bien. Je me souviens que pendant 3 ans ou 4 ans, j'ai passé là-bas, c'était Perron par-ci, Perron par-là. Et le jour où on se fait virer, c'est Loïc, tu fais tes valises. C'est-à-dire qu'on vous appelait par votre nom de famille en temps régulier, ouais. Et puis le prénom, c'était le moment des tempêtes. Oui, mais non, au contraire, peut-être. C'est très symbolique de l'éducation jésuite, me semble-t-il. Mais quelque chose de bienveillant, finalement. À la fois bienveillant, toujours un petit peu sournois, je trouve, malgré tout, là, on sent bien.
mais par des moyens détournés, d'essayer d'arriver à quelque chose de positif, il faut espérer. Non, moi j'ai bien aimé, parce que c'était un collège, enfin un pensionnat pour le coup. C'était un peu ambiance choriste, hein. Quand je suis arrivé en 3e, je me souviens très bien. Bon, alors ça va faire un peu idiot, en face des plus anciennes générations qui ont bien connu ça, mais c'est vrai que là, il y avait encore des fameux dortoirs, sans aucune cloison, 4 rangées de lits, un pion à chaque angle, derrière des petits rideaux blancs, exactement, et on était, je sais pas, une centaine là-dedans. Oh oui, 4 rangées de 20 au moins. Et pas un bruit, rien du tout. Le sol en lino. À la première nuit, je versais quelques larmes quand même. C'est vrai, hein, notre maman nous manque dans ces cas-là. Mais vous avez même fait du bateau là-bas. Bien sûr, et c'est là l'intelligence de leur programme éducatif, qui était vachement bien. Déjà donc dans les années 70, là, 75. On avait, quand on arrivait en première division, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus, seconde, première terminale, en tout cas, la première div, ouais, on choisissait une équipe, une activité donc, pour toute l'année. Donc la première année en seconde, j'ai dû choisir modélisme, je faisais beaucoup des plans, des maquettes, des machins, et en première, j'étais voile. Mais on peut être philatélie, culture bretonne, photographie, football ou tennis, et ça veut dire que 2 après-midi par semaine, on est dans l'activité, et on a beaucoup plus de temps de boulot le reste des... Et moi, je trouvais ça vachement intéressant. Alors, vous n'avez pas eu votre bac, mais en revanche, vous êtes un grand lecteur. On le découvre notamment dans votre livre. Vous citez un certain nombre d'ouvrages qui vous ont marqué. Quand est-ce que est née cette relation avec la lecture? Comment vous l'avez développée? On imagine qu'en mer, comme vous le racontez parfois, en tout cas à vos débuts au moins, Oui. vous aviez un peu plus le temps de lire en mer. Et comment ces lectures vous ont un peu forgé? Je ne sais pas comment les lectures peuvent forger. Mes premiers souvenirs de lecture intéressante, c'est forcément passé à un moment ou à un autre par la BD, étant plus jeune. La lecture obligatoire scolaire m'a rarement passionné, parce qu'à partir du moment où elle est imposée, elle est souvent justifiée, mais pas toujours agréable. Et puis après, en mer, en course, non, c'est pas le meilleur endroit pour lire, on est bien d'accord. Par contre, mes dernières transatlantiques, j'ai relu énormément, parce que je les ai faites sur des bateaux à l'ancienne, sur le Penduic II et le Petit Jaune. Et là, la lenteur relative de ces bateaux, la vraie lenteur, fait que ce sont des endroits idéaux pour bouquiner. Alors, le petit de jaune, tout. on est obligé de faire une petite Ah oui, mon parenthèse. petit trimaran. C'est Oui, le pardon. petit jaune, il s'agit de Happy, qui est donc Oui. le sister ship, c'est-à-dire le bateau jumeau de celui qui avait gagné La première Route du Rhum en 78. Voilà. en 78 par Mike Birch, et qui lui s'appelait Olympus, je crois. Exactement. Et donc vous avez décidé, lors de votre dernière Route du Rhum, de refaire la course comme 30 ans plus tôt. En fait, c'était une décision il y a une dizaine d'années de rendre hommage à 2 piliers de ma vie maritime. Tabarly d'un côté, que tout le monde connaît, j'imagine, et Mike Birch, que moins de gens connaissent, mais c'est bien à tort, qui était ce premier vainqueur de première Route du Rhum en 78. Et j'ai navigué beaucoup avec Mike, très peu avec Eric. Le chêne d'un côté, le roseau de l'autre. Ce sont 2 confrontations intéressantes de manière de naviguer. Donc on s'éloigne un peu de la littérature, pardon, de ce point de vue-là, mais en tout cas, c'était... Et pour leur rendre hommage, j'ai eu la chance, c'est vrai, parallèlement, de gagner aussi la Transat anglaise, comme Tabarly. Je l'ai gagné 3 fois, lui, il avait gagné 2 fois. Et de gagner cette Route du Rhum aussi, comme Mike Birch. Voilà, donc c'était intéressant de refaire ces 2 courses-là sur les bateaux les bateaux mythiques sur lesquels ils y avaient participé. Et on est obligé aussi de faire un arrêt sur image, sur les routes du Rhum, parce que c'est quand même une des courses les plus médiatiques en France, et une des courses dans lesquelles vous avez brillé, même dans les éditions que vous n'avez pas gagnées. Les Français étaient souvent en haleine devant les performances de Fujicolor, de Fleury Michon, etc. dans les années 90. Et il se trouve que dans les années 2000, vous remplacez Armel Lecléache, le skipper de Banque Populaire, sur son magnifique trimaran, au pied levé, et vous gagnez la course. Est-ce que vous pouvez nous raconter? C'est une histoire un petit peu que j'ai déjà racontée plusieurs fois. Hein. J'ai de la redite, je suis désolé. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un challenge ahurissant à relever. Pourquoi pas. Donc on est en quelle année? On est en 2014. 2014, donc ce n'était pas la dernière édition, mais celle d'avant. Et à l'époque, je préparais cet hommage à Mike Birch sur mon petit trimaran jaune, justement. Donc ça n'a rien à voir. Ça fait 12 ans, en 2014, que je n'ai pas fait de multicoque en solitaire en course. Avec les histoires de Fuji, lorsque j'avais fait naufrage ou presque avec mon trimaran en 2002. Donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps que les réflexes se sont vraisemblablement un peu émoussés. J'en ai une certaine crainte. Peu importe, je suis sur mon petit trimaran, tout va bien. Et à ce moment-là, je ne sais pas si on a un peu le temps, mais pourquoi pas, on a tout le temps qu'il faut. Et je reçois un coup de fil au large. Je suis en train de partir faire ma qualification vers les côtes d'Espagne. J'ai 1000 milles à faire sur mon petit trimaran jaune. Il faut se qualifier malgré tout. On qualifie le binôme, le bonhomme et le bateau, en prévision de cette Route du Rhum qui a lieu
6 mois plus tard, on est en été 2014, et là, je suis encore à portée de téléphone, justement, et le téléphone sonne et je vois Ronan Lucas. Ronan Lucas, c'est mon copain, avec lequel on a gagné le Jules Verne quelques années auparavant sur le grand trimaran, le plus grand trimaran du monde, Banque Populaire. Boum, je décroche et il me dit, on a un emmerde, est-ce que tu veux remplacer Armel Lecléage pour la prochaine Route du Rhum dans 6 mois sur le grand trimaran, Banque Populaire, qui vient de se blesser dans un lavomatique, un truc de dingue. À chaque fois, j'y pense. Hein. À chaque fois que je vais laver une voiture, ma petite BM, là, à chaque fois, j'y pense. Il a glissé, il s'est coupé la main sur les rails de ces lavomatiques de bagnole, là, qui sont très affûtés parfois. Méfiez-vous hein, quand vous lavez vos voitures. Et donc voilà. Et donc là, c'est une folie. Je dis non, bien sûr, pour plein de raisons. Ça fait 12 ans que je n'ai pas fait ça, j'ai 54 ans, pas forcément l'exemple type en termes de préparation physique. Je suis déjà dans mon projet de petit jaune, tout va bien, c'est joli comme tout, c'est une belle histoire, enfin, non. Et puis le lendemain, je dis oui, enfin, je vous passe tous les détails de la... Et c'est une folie, vraiment c'est une folie, parce que c'est un bateau énorme, c'est colossal, j'ai peur d'avoir perdu les réflexes, je ne sais pas, ça peut chavirer aussi, enfin tout ça c'est dangereux. Et puis bon, je vous passe tous les détails des 4 mois qui vont suivre, de préparation intensive, d'apprentissage étonnant, ou des réapprentissages, et puis voilà, et de gagner la Route du Rhum, enfin. Et la course se passe en plus... ça se passe un peu comme sur un nuage, avec beaucoup de boulot. Les premières 24 heures ou 48 heures sont très très difficiles, en termes météo, pour tout le monde d'ailleurs. Mais une fois de plus, ce qui est difficile à faire comprendre, c'est la difficulté, le niveau de difficulté de ce type de bateau. Faire du bateau, une fois de plus, c'est pas très compliqué, mais de faire du bateau 10 fois plus vite qu'un bateau normal, ou entre 5 et 10 fois plus vite, si je vous dis qu'on est sur des Formule 1 à peu près 800 km/h, vous allez à peu près comprendre le truc. Non. On va très très vite. Et très vite, ça rend les choses toujours très difficiles, des chocs permanents, du stress permanent. C'est pour ça que je le dis depuis toujours, mais on a des cheveux blancs très jeunes dans ce métier-là. Donc on renavigue, entre guillemets, justement au milieu de vos souvenirs de bateaux assez mythiques, de la Dapoc, de Fujicolor. On croise des personnages, et notamment Laurent Bourgnon, voilà, qui malheureusement a disparu il y a quelques années dans des conditions dramatiques, accidentelles, et qui est un personnage assez attachant. Est-ce que vous pouvez nous faire son portrait en quelques minutes et nous raconter, à l'issue de ce portrait, un vol de nuit que vous avez fait avec lui en ULM? Alors, Laurent, c'est un chien fou extrêmement intelligent qui arrive dans le milieu comme ça, comme une comète en fait. Il y a des gens qu'on voit mûrir tout doucement, ce qui est un peu mon cas d'ailleurs. Moi, je suis à maturation lente en fait. Je suis en millésime, il faut me laisser en fût de chêne, prendre un peu de tanin quand même. Et heureusement, j'accepte totalement le temps. Et d'autres l'acceptent aussi, mais ont le talent nécessaire. Laura, il y en a quelques-uns comme ça. Il y a des étoiles filantes qui ne font que passer, mais il y en a d'autres, il y a des astres qui arrivent brutalement. Et Laurent en est un. Il est flamboyant, il est blond comme les blés, beau comme un dieu. On est en 86, je finis une Route du Rhum sur mon petit catamaran Lada, où j'avais dématé le jour du départ, machin. Et il est fan, en fait. Ma manière de naviguer, c'est vrai que je fais partie de cette génération de jeunes fous en multicoque en train de naviguer sur une patte en équilibre, ce qui ne se faisait jamais. Mon maître à penser, Mike Burt, me l'interdisait. Mais une fois qu'il n'était plus à bord, lui-même est assez chercheux parce qu'il vient de terminer une traversée de l'Atlantique en hobby 416. Exactement. Donc on est en Guadeloupe. Un bateau pour la caboter au large des plages. Exactement. Il vient de traverser l'Atlantique sur un petit hobby avec un copain à lui. Et il vient me voir et quelques mois après, je le parraine pour sa première mini transat. Je ne sais pas s'il va le gagner, je ne pense pas, mais je me souviens plus. Et puis ensuite, paf, il gagne le Figaro en solitaire, enfin, en battant Alain Gauthier sur un coup de dés, c'est vrai, mais et on est au large de Quiberon. Et puis voilà. Et puis bon, je vous fais ça un peu plus court, mais en gros, on devient les meilleurs ennemis, tout simplement. On est les 2 premières écuries, lui avec son intelligence d'organisation, il est très créatif aussi. Et on se retrouve avec l'écurie Primagaz, RMO initialement, à la Trinité et Fuji. On est vraiment les 2, je ne vais pas dire Mercedes et Ferrari aujourd'hui, mais enfin, parce que Ferrari n'est pas terrible, mais enfin, voilà, les 2 grandes écuries de pointe qui, derrière elles, on crée un peu d'émulation, c'est vrai, mais on domine tellement les débats en multicoque à l'époque, ces fameux trimarans de 60 pieds avec lesquels on fait des routes du Rhum, des tours de l'Europe, des courses en équipage, des grands prix. Donc on s'est mis sur la tête régulièrement quand même. Et vous avez fait des choses ensemble. Et donc on a fait des choses ensemble parce qu'on est passionné d'aviation, on est passionné de pas mal de choses, de tout ce qui bouge, de tout ce qui se pilote, d'alpinisme, enfin. Et on s'est retrouvés un jour dans un trophée Volvic. Moi j'étais avec Florence Artaud d'ailleurs, il me semble, on était en binôme, j'étais avec Mimine.
et lui avec Isabelle Patissier, me semble-t-il, une reine de la grimpe. Et on est revenu en ULM. Il faisait beaucoup d'ULM, moi aussi d'ailleurs. Et en vol de nuit, c'était pas tout à fait autorisé par la loi. Et on voulait se poser à Vannes, mais sans déclencher les feux. Enfin bon, des aventures de jeunes fous, mais avec du talent. Vous vous souvenez où vous étiez quand vous avez appris son décès? Du tout. Ou sa disparition, en tout cas? Non, je me souviens plus. Je me souviens d'avoir revu Yvan, son frère. On s'est revu régulièrement, heureusement, le pauvre vieux. Mais pour être Vous vous souvenez, en tout cas, les sentiments que vous avez ressentis? Oh ouais, c'est comme à chaque perte, évidemment. La chose bizarre avec les disparitions, et ses propres marins d'ailleurs, et il en a respecté une partie de la légende, tout comme Tabarly, c'est qu'ils sont disparus. Mon copain Paul Ovatine du Havre aussi. Ils ont eu cette coquetterie de disparaître et pas de mourir. Karadec. Et Loïc Karadec, la même chose. J'ai perdu plein de copains, Daniel Gillard, beaucoup comme ça, en mer. Alors, je le souhaite à personne, évidemment, et c'est idiot de dire ça, mais allez, gardons le côté flamboyant de l'histoire, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuil, puisqu'il n'y a pas de... Alors, d'un point de vue assurance pure, c'est même complexe, d'ailleurs, parce que nos fameux assureurs, qui ne sont pas forcément toujours des amis, n'aiment pas trop quand on disparaît. Ils aiment bien quand on est mort, et quand on en a la preuve. Bon, c'est un langage un peu... Ça ajoute... ça ajoute, sinon il n'en a pas besoin, ça ajoute pas à la légende, mais vraiment un personnage très important en fait, hein, qui a beaucoup fait avancer les choses. Il gagne la route du Rhum, il fait... Et je vous dis, cette émulation trinitaine très localisée, c'était incroyable, incroyable. On s'est mis dessus de manière forte. Et pour connaître un peu le coin, effectivement, quand il y avait les deux trimarans qui étaient à quai, il y avait les deux trimarans les plus compétitifs du plateau qui étaient voisins. Il y a un autre fil rouge dans votre livre, c'est la Coupe de l'América. Vous êtes un des rares Français à avoir côtoyé des équipes, en tout cas sur la longueur. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de Français impliqués. Mais vous l'avez fait sur le temps long, justement, et dans différentes équipes, puisque vous avez navigué avec les Suisses, avec les Suédois, que vous avez vu un peu justement le point de bascule avec l'arrivée des foils dans cette compétition. Et ce qui est intéressant avec la Coupe de l'América, c'est ce que ça dit de notre modèle industrialo-culturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement quelles conclusions vous tirez de la manière dont la France s'engage ou surtout ne s'engage pas dans cette épreuve qui est, rappelons-le, pour ceux qui ne le savent pas, la plus vieille épreuve sportive du monde? Exactement. Elle a 150 ans. Ça a démarré en Angleterre. Ça s'appelait la Coupe des Sanguinés. Et puis il y a un bateau qui s'appelait America qui, il y a plus de 150 ans maintenant, a remporté cette coupe et l'a ramenée aux États-Unis. Elle est restée là-bas pendant 123 ans, a été remportée par les Australiens, est revenue aux États-Unis. Les Suisses, les Kiwis l'ont gagnée, et puis les Suisses, et je me suis retrouvé impliqué dans cette histoire de coupe, bien avant d'ailleurs, mais à un moment, avec Alinghi, cette équipe suisse du milliardaire Ernesto Bertarelli. Et quand je dis milliardaire, c'est intentionnellement pour arriver sur votre réponse, ou du moins sur la question, c'est que c'est avant tout et historiquement une histoire de gens qui ont les moyens, et non pas d'entreprises. C'est d'abord de personnalités qui sont des réussites industrielles et qui veulent parfois confirmer des réussites sociales par un outil de promotion personnelle sociale, et le bateau à voile, de ce point de vue-là, en est un, clairement. Et c'est d'ailleurs la double facette, parce qu'on n'aime pas trop non plus les riches qui s'affichent, en France particulièrement. Donc c'est vrai que le milliardaire français a tout intérêt à rester caché. Le milliardaire non français n'a pas trop de honte, n'avait pas trop, c'est de moins en moins facile, mais a affiché une certaine réussite dans la mesure où elle profitait à beaucoup d'autres. Vous avez contribué à moderniser la voile, et donc on sent une forme de tension, entre guillemets, hein, une tension tout à fait convenable, mais en vous lisant, entre vous n'êtes pas du genre nostalgique, et en même temps, vous voyez aussi parfois les limites du progrès technologique tout en y contribuant. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce paradoxe subtil? Oui, il me semble que c'est le paradoxe du genre humain assez généralisé, qui consiste à imaginer qu'on a vécu une belle période et que celle qui va venir ne sera pas aussi belle. Très souvent, on est comme ça, j'ai l'impression. Enfin, aussi belle. Je pense que cette période des 40 dernières années, dont j'ai eu la chance d'être et acteur et témoin, et franchement contemporain, dans le domaine de la voile, a eu une évolution considérable. Un peu comme aurait pu le dire Chuck Yeager, qui n'était pas loin d'être contemporain des frères Wright au début des premiers vols et qui passe le mur du son.
Justement, il n'a pas pu, parce qu'il n'était pas contemporain des Wright. Mais dans mon cas et dans ceux de ma génération, on a eu cette chance incroyable de commencer nos premières transats avec des bateaux en bois et des voiles en coton comme Christophe Colomb, et de continuer 40 ans plus tard sur des engins à feuilles full carbone qui vont 10 fois plus vite. Donc cette évolution-là, elle n'aura pas lieu dans 10 ans. C'est bon, on a quand même des caps. Donc il y a eu une progression sidérante, mais ce qui n'empêche pas que cette culture maritime que j'ai eu la chance de vivre sur ces 40 dernières années n'est pas constituée que des derniers éléments de bateaux qui volent uniquement. C'est vrai que pour des nouveaux arrivants dans le domaine de la voile, on se dit ah bah oui, j'ai envie de voler sur l'eau, en surf, en fly, en kite, en bidule, c'est génial. Certes, mais d'avoir connu les vicissitudes d'un bateau qui va chavirer, de l'équilibre instable, de l'optimisme, ce fameux, cette petite caisse en bois que je conseille à tous les parents de foutre leurs enfants là-dedans et de leur foutre la paix surtout, pour qu'enfin ils aient un sentiment de liberté et de direction de leur propre vie, la voile est une très belle école de vie, de ce point de vue-là. Pour autant qu'on n'ait pas envie d'aller vite tout de suite. Une fois de plus, c'est de la maturation lente. Je pense que la culture maritime est importante à avoir aussi. Le meilleur moyen, on le dit souvent, de voir l'avenir, c'est de respecter l'histoire. Donc de s'imprégner de lecture, justement. Je suis fasciné, moi, par les architectes qui étaient en avance sur leur temps, mais pas seulement, par l'architecture navale. En fonction des lieux, en fonction des migrations, l'architecture navale de la Polynésie, enfin de l'ensemble de toute la population pacifique d'il y a 2000 ans, c'est exceptionnel en termes de marins. Donc ça me passionne. Donc en gros, du papyrus assemblé avec du raffia, c'est génial. Et puis le carbone me passionne aussi. Mais être exclusivement dans un domaine me gênerait un petit peu. J'aime bien dire souvent que ma spécialité, c'est d'être généraliste. Et donc c'est cette chance incroyable des 40 dernières années, vraiment. C'est cette progression étonnante. Étonnante. En 80, je fais mon premier Figaro, je me souviens, en solitaire, sur un petit bateau de série de chez Jeannot d'ailleurs. Et à côté de moi, dans le même bateau, il y a le mec qui vient de gagner la route du Rhum, Mike Birch. C'est là où on se rend compte, j'ai 20 ans, il en a 40 déjà, ou 45. Et on devient potes, et on fait des transats ensemble, et il devient mon maître Jedi. Quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le monde de la régate, juste un marin, dans le sens pur du terme. Donc, et c'est ça ce qui est beau, c'est qu'on rencontre des personnalités très très différentes, sur l'eau comme partout dans d'autres domaines, j'imagine. Mais il y a cette mixité qui est assez intéressante aussi. C'est vrai que l'un des domaines très accessibles aux femmes, c'est justement la voile en solitaire. Florence Artaud l'a prouvé, Hélène MacArthur, Isara Autissier, aujourd'hui Sam Davis, ou même Isabelle Joschke, qui est en train de faire le Vendée Globe en ce moment, qui est une femme très intéressante, à potentiel incroyable. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites dans le rapport à la temporalité qui a été un peu accélérée ces dernières années, c'est que vous faites aussi un parallèle dans votre livre par rapport à la société de l'information, puisque vous avez été un grand communicant, ou en tout cas un des précurseurs de la communication visuelle dans le monde de la voile et de la course au large. Et finalement, au bout de quelques décennies de course au large, et vous mettez ça en parallèle avec aujourd'hui les chaînes d'infos en continu, et là où vous étiez un des plus bavards sur l'eau il y a quelques années, vous êtes aujourd'hui l'un des plus silencieux. Pourquoi ? C'est vrai. En tout cas, c'est vrai que mes dernières... En fait, quand ça n'est pas une obligation, ça m'intéresse d'en faire plus. Dès que quelque chose est obligatoire, ou du moins... ou réprimandé si on ne suit pas les consignes, ça m'intéresse moins. Ce n'est pas un aspect rebelle du tout, mais je trouve que les obligations, quelles qu'elles soient, sont un peu sont sclérosantes. Et l'exemple, on est en plein dedans en ce moment. Le Vendée Globe que nous vivons encore pendant quelques semaines, les concurrents ont l'obligation réglementaire, alors ils ne vont pas être punis ni foudroyés à distance évidemment, mais d'envoyer de l'image tous les jours et du son tous les jours. Ce qui, depuis longtemps, me semble être une hérésie, je trouve, parce qu'on a cette chance incroyable en mer d'être, je le dis souvent, loin des yeux, mais près des cœurs, en tout cas en compétition. Et il faut abuser de l'imagination du terrien, qui n'est pas un langage péjoratif, qui justement va combler les vides. Il faut donner de l'information, bien sûr, donner des bribes de référence. Un morceau d'iceberg, une plume d'albatros, une crête de vague qui déferle, 3-4 degrés sous zéro, parce qu'il y a un peu de dramaturgie, il en faut. Il faut du kersozon pour nous faire des cachalots qui nous attaquent en pleine nuit, mais pas tous les jours, et encore moins toutes les heures. Et le reste, ça va être la Terre qui va... C'est à ça que l'on sert, à mon avis, c'est à juste poser des points.
Donc je dis ça d'un côté, mais de l'autre, heureusement qu'on avait des images quasi en direct du sauvetage de Jean Le Cam et de Kevin Escoffier, parce qu'on a besoin de ça aussi. Et c'est même d'ailleurs la frustration des gens qui vivent sans public, et tant mieux pour eux d'ailleurs, mais parce que c'est pas indispensable. Mais en tout cas, pour les marins, il y a plein de moments où on a envie de se dire « Ah, c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire partager ça, parce que c'est exceptionnel ». En dramaturge comme en zénitude, il y a des moments où on a envie juste de partager, même seulement avec ses proches. Donc les moyens n'existaient pas il y a 30 ans, ils existent aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que la mer est relativement monotone en fait. La vie du marin est d'une monotonie fascinante et qui nous attire en permanence, qui nous permet d'y retourner, qui nous permet d'oublier les moments où on s'est promis 1000 fois de ne plus jamais faire ça. Mais on est dans une société, on accepte difficilement la monotonie. Il faut forcément que ça change, et que ben ça voilà, bouge. mais justement, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas en montrer trop, parce que ce n'est pas toujours passionnant. Et donc ça peut dévaloriser, et c'est la problématique, non pas des chaînes d'infos, mais de trop d'infos. C'est que ça dévalorise. Ça dévalorise un produit en permanence. Je me souviens de l'arrivée du Jules Verne en équipage avec Banque Populaire, on arrive à Brest, et les chaînes d'infos dans les années 2000 sont déjà évidemment là, on est en 2000, je ne sais pas quoi, peu importe. Et particulièrement sur une chaîne que vous connaissez bien, et j'avais dit, bah non, stop, on arrête là, c'est bon. C'était toutes les 5 minutes à me reposer la même question, et on refait encore un autre direct dans 1 heure, et un autre, et pourquoi faire? Oui, pour faire en sorte que ça serve les gens qui ne s'étaient pas réveillés 1 heure plus tôt. Bah, c'est pas grave, il y a d'autres moyens d'aller voir. La répétition des choses est un peu lassante. Je comprends le modèle de France Info, c'est intéressant, hop, et puis je referme. Bilan, moi, je suis désolé, mais malheureusement, ça pousse beaucoup de personnes à se recroqueviller, parce que c'est amoncellement de mauvaises nouvelles la plupart du temps en plus. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'information. Et puis au-delà de l'information, on a l'impression que vous êtes un peu l'apôtre de la suggestion, c'est-à-dire que tout ne doit pas forcément être montré. Évidemment. Faut un quant à soi, faut de l'intimité. Alors, c'est une autre chose, c'est vrai que j'essaye d'exprimer un petit peu dans ce livre, c'est qu'il y a plusieurs manières de servir une cause. Et la voile ou la mer est une très belle école de vie, me semble-t-il. Il faut plusieurs acteurs et plusieurs médias pour pouvoir, ou personnes en tout cas, pour pouvoir le faire. Il y a des dramaturges. Un Kersozon, Olivier, que j'apprécie, que je connais depuis que j'ai 12 ans. Et dont je fais l'éloge et la critique un petit peu aussi, parce que ce n'est pas forcément le meilleur marin du monde, mais c'est l'un des marins qui a le plus servi la cause. En mettant un peu d'embrun dans les foyers parisiens, dans l'humour très parisien, pourquoi pas, mais tant mieux. Et puis il faut des bavards comme lui, comme moi, il faut des taiseux comme Tabarly ou comme Joyon, il faut des pleureuses comme MacArthur, comme les anglo-saxons d'ailleurs, qui aiment bien de temps en temps se confier. Bon, il faut quand même être fort, hein, on est tout seul sur un bateau. Bon, là je pleure, bon, je vais me filmer. Je n'arrive pas à faire ça. Et en fait, moi, mon problème, c'est que peut-être une qualité, je ne sais pas, c'est que j'ai envie de rendre les choses faciles. Je veux que de l'extérieur, on ne ressente pas la difficulté. Tout comme un bon joueur de tennis ou de golf, ça paraît facile. Le geste est parfait. On a l'impression qu'on va pouvoir le faire tous les jours. C'est un peu bizarrement ce que j'ai envie de retransmettre. Une jolie trajectoire. Ouais, le truc propre, sans éclaboussure, le truc silencieux, le truc élégant. Pas de gesticulation. Oh, j'en fais un peu. La preuve, j'arrête pas de bouger les mains. Si, j'en fais. Alors, on ne peut pas être parfait. Mais vous disiez que, par exemple, sur le Vendée Globe de Jean Le Cam, vous aviez apprécié la rectitude de la trajectoire, alors que là où des jeunes skippers, parfois, vont gesticuler, et parfois avec succès, hein, mais en cherchant toutes les 2 minutes. Il est vrai qu'il y a une économie, on peut analyser les trajectoires ou les personnalités en fonction des trajectoires. Et les personnalités et les formes physiques éventuelles. Et les gens, clairement, s'économisent parfaitement bien. Il sait à quel moment pousser et c'est relativement coulé. Alors la singularité de la voile, vous l'avez dit, c'est la place qui peut être réservée aux femmes, effectivement, dans un sport qui paraît masculin, non pas machiste, hein, mais de prime abord. Ouais. Et le fait que même si c'est un sport de haut niveau, ou une activité en tout cas très, très exigeante, il n'y a pas besoin d'être un athlète comme aujourd'hui dans la plupart des sports où pour un oui, pour un non, il faut absolument être au régime crétois et être extrêmement exigeant, voire ascétique dans son hygiène de vie. Vous, pardon de révéler ce petit secret, mais vous fumez des cigarettes. Oui. Vous avez effectivement, au moment où vous récupérez Banque Populaire pour la route du Rhum que vous avez gagnée, que vous nous avez raconté tout à l'heure, des inquiétudes sur votre capacité à hisser la grand voile et son poids. C'est ça aussi qui est quand même intéressant peut-être dans la voile, c'est-à-dire que
tout en étant très moderne, très contemporaine, très technique, elle permet quand même à des gens qui sont certes en très bonne santé, mais pas tout à fait dans une forme de footballeur, de pouvoir pratiquer cette activité. Bah, on dure longtemps. C'est une chance extraordinaire. Il y a très peu d'activités de haut niveau où l'âge n'est pas un coup près assez cruel et fatidique. Hein. Et brutal. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités sportives qui sont faites comme telles, mais c'est vrai que dans le foot, boum, on a le jubilé, on est mort. Voilà, il y a un jour on est vivant, le lendemain on est mort. En voile, on essaye de durer. Alors, et heureusement, il n'y a pas trop la crainte du match de trop éventuel ou du combat de trop où on va prendre des mornifs pour essayer de défendre un titre qu'on n'aurait pas forcément justifié. Ça arrive doucement. Il faut accepter un déclin inévitable, une descente. Je me prends souvent pour un planeur. Moi, j'aime bien inévitablement essayer de rejoindre le sol forcément un jour, mais il y a quelques ascendants, quelques thermiques, quelques petites pompes ou dynamiques qui nous permettent de reprendre de l'altitude, si tant est que ça soit. Et puis, le physique, bien sûr, le mieux c'est d'être en bonne santé, riche et musclé, mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc on compense. Et il y a une compensation intellectuelle, c'est un sport extrêmement intellectuel en fait, extrêmement cérébral, d'anticipation, de cogitation, et de faire en sorte d'appliquer le peu de force que l'on a au bon endroit, au bon moment. Tout le secret est là, de savoir dormir, il y a plein de choses d'expérience. Et bilan, on a une statistique assez intéressante de vainqueurs de course, si tant est que réussir. Ça ne consiste pas seulement à gagner. Hein. Il y a heureusement une chance incroyable aussi dans le domaine de la voile, c'est qu'on n'est pas obligé de gagner pour réussir. Le Vendée Globe en est un exemple absolu. Révélateur de personnalité, il n'y a pas besoin de faire podium. On se fout d'ailleurs très souvent. Le terrien se souvient très peu des vainqueurs de Vendée Globe. Il se souvient bizarrement souvent du dernier. Ce qui n'est pas mieux, hein, parce que faire dernier, c'est quand même pas compliqué. Il y a même une compétition à vouloir être dernier qui ne m'intéresse pas trop de ce point de vue-là. Mais en tout cas, ça montre bien que la Terre est beaucoup plus impressionnée par la durée en mer que par la vitesse en mer. Je fais un petit décalage, mais... Alors que non, rester longtemps sur l'eau, c'est pas compliqué. Il faut juste apprécier d'être tout seul un petit peu plus longtemps que les autres. C'est d'aller vite, ce qui est compliqué. C'est donc paradoxalement de passer le moins de temps possible sur l'eau, qui est compliqué, qui est très compliqué et réservé à très peu de gens. Donc j'en reviens à la forme physique. C'est mieux. On compense, on se pose des questions, mais après, on est obligé d'être plus intelligent, pas plus intelligent, de compenser avec, de faire des concessions beaucoup plus importantes quand on n'a pas le physique pour manœuvrer toutes les 5 minutes. Et donc, on arrive à des trajectoires un petit peu plus coulées, de compensation, de compromis, tout simplement. Ce qui est un peu l'apprentissage de la vie, bizarrement. Hein. Au début, on a des avis sur tout, puis après, on a des compromis. Alors justement, à propos de compromis, vous expliquez un peu votre manière de gouverner en mer quand vous naviguez en équipage et que vous êtes le skipper principal. Vous utilisez le terme de démocrature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous envisagez la manière de diriger un équipage et la manière dont ça peut se retransposer ensuite dans la vraie vie? Alors, est-ce que ce sont mes littératures d'Hornblower ou d'O'Brien, enfin toutes ces littératures un peu des années Nelson, où la hiérarchie est indispensable? Alors c'est vrai que dans le domaine et militaire et maritime, et commercial, mais en tout cas sur l'eau, à bord d'un bateau, même s'il y a un partage des rôles évident, il y a une hiérarchie indispensable. Même dans le domaine de la flibuste, de la piraterie, ou en tout cas dans le domaine des corsaires, qui était l'une des premières démocraties, bizarrement, avec une cooptation d'un commandant. Il faut d'abord être coopté pour pouvoir diriger. C'est ça toute la différence. Quand on impose une direction, un gouvernement, ou quand c'est imposé par une dictature, c'est insupportable, évidemment. Quand c'est coopté, c'est toute la problématique de la cooptation. Est-ce que coopter, ça veut dire 51% des gens qui ont eu le droit de le dire, ou beaucoup plus? Mais en tout cas, de se sentir accepté. Et c'est ça tout le truc. À partir de ce moment-là, il faut respecter une hiérarchie. Il faut prendre la responsabilité et l'accepter. Alors, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans le domaine politique, ça vous allez me répondre. Il y a beaucoup de politiques qui disent tout le temps j'en assume la responsabilité ou j'en prends la responsabilité. Mais bizarrement, ils en assument rarement les conséquences des responsabilités. Le terme responsabilité est une chose, c'est facile à dire, on l'entend tout le temps. Mais il y a une acceptation éventuelle des conséquences, mais il n'y en a pas de conséquences. Alors que quand on est patron à bord d'un bateau comme ça, les conséquences, c'est de perdre un mec en mer, les conséquences potentielles, je me souviens très bien par exemple, départ d'un Jules Verne, on est à Brest, toutes les femmes des marins qui sont à bord avec moi, on va partir faire un tour du monde,
elles passent, non pas comme les pleureuses, mais une par une à côté de moi, et elles me disent tu me le ramènes. Ça forge un petit peu le sens de la responsabilité et d'être skipper, d'être commandant, d'être. Donc, ce n'est pas du tout vertical dans ce sens-là, c'est juste la concentration de responsabilité sur un point. Il faut avoir des petites épaules conséquentes pour ça. Mais après, j'adore être à l'horizontale en permanence, à l'écoute en permanence. On a besoin, il n'y a pas. On a chacun notre spécialité, il y a un responsable certes, mais on partage tout. Donc, ce n'est pas facile. Et c'est justement cet équilibre entre la démocratie absolue, la transparence totale, et malgré tout une verticalité dans la responsabilité. Il y a un autre aspect qu'on découvre dans votre livre, en tout cas pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est votre rapport un peu compliqué avec la religion. C'est pas compliqué, c'est tel que pas simple. Et c'est assez amusant chez vous parce qu'il y a à la fois une vraie réflexion métaphysique, ne serait-ce que de par votre activité, votre rapport à la mort, et en même temps, voilà, un quasi anticléricalisme et en tout cas un rapport compliqué avec Dieu. L'idée de Dieu. Les dieux. Oui, les dieux, oui. Oui. À la question éventuelle de savoir si Dieu a créé l'homme ou inversement, j'ai la réponse, et puis c'est tout. Mais parce que c'est un besoin, c'est tout. Mais tout comme, je pensais à ça, tout comme, je me souviens de cette interview de qui déjà? Giscard et Mitterrand. Giscard répond à Mitterrand en disant vous n'avez pas, les socialistes pour le coup à l'époque, vous n'avez pas le monopole du cœur. Les religions n'ont certainement pas le monopole de la morale. C'est ça toute la différence. Enfin, et même du mystique. J'ai aucun besoin, ni encore moins aucune espèce d'acceptation d'une obligation d'appartenance à une caste ou une secte quelconque pour être béat d'admiration ou devant un ciel étoilé et une prise de conscience d'une dimension d'un univers nettement supérieure et nettement plus grande à quelque chose d'un peu plus restreint et beaucoup trop. Donc je comprends le besoin du genre humain, cette détresse éventuelle, ce grand questionnement, mais je ne supporte pas ces réponses préfabriquées de pseudo-sachants qui imposent vraiment des croyances qui sont illogiques, qui ne correspondent pas à une réalité physique d'évolution des choses, et qui sont donc pour la plupart du temps des mensonges. Ne pensez-vous pas que la quête assez universelle de transcendance chez l'être humain est compensée chez vous par ce rapport assez régulier à la mort, à la disparition et vous avez des réflexions sur la mort dans votre livre qui sont assez singulières, et notamment la quête inutile de l'immortalité, pour reprendre vos mots. Ah oui, à quoi ça sert? Non, au contraire, je trouve qu'il faut accepter parfaitement l'évolution des choses et le fini. Le monde infini me va très bien, pour autant que je sois fini à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que quand vous perdez un compagnon... Ça fait partie de ce fatalisme optimiste et d'optimisme général qu'il faudrait imposer un peu partout, en termes de religion d'ailleurs, pourquoi pas, ou en tout cas de politique. Mais il me semble, oui, je suis très fataliste, c'est tout. Il y a un temps pour tout, et si je perds des membres de ma famille demain, et bien voilà, ce sera bizarrement écrit. Pourquoi je dirais écrit quelque part? Peut-être, ça se peut, mais ça s'accepte. Je trouve que on a... Comte Sponville, d'ailleurs, qui est un collègue de bureau, parce qu'il a signé il y a peu de temps quelque chose sur Montaigne, je ne connais pas ce monsieur, mais j'apprécie beaucoup, a fait quelques papiers depuis un an là, sur cette peur de la mort, cette absence d'acceptation de la mort aujourd'hui, qui sont assez... Et je suis incapable de répéter ce qu'il va dire, parce qu'il le fait 1000 fois mieux, évidemment, que n'importe qui d'autre, et je vous conseille. On l'a beaucoup vu, d'ailleurs... C'est des débats qui ont été nourris par... Ouais. Non, mais ça a été des débats qui ont été nourris par justement la pandémie actuelle, c'est-à-dire une société qui n'accepte pas la mort, qui est effrayée un peu démesurément par la mort. C'est pas votre cas, vous, Loïc Perron. Non, mais on est en déresponsabilisation permanente depuis quelques décennies maintenant, imposée ou justifiée, peu importe, par nos assureurs, nos avocats, nos gouvernements. On déresponsabilise, on légifère au plus bas niveau. Je pense à une chose, j'ai eu la chance de faire de la compétition automobile. J'étais un petit pilote du dimanche, et non pas un conducteur. C'est un petit peu comme, je mélange un peu tout, vous allez faire le tri, vous inquiétez pas. Mais en gros, quelqu'un qui, quand je signe mes bouquins en ce moment, dit « Ah bah moi aussi je fais du bateau ». Bon, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller voir un pilote de F1 en disant « Moi aussi j'ai une voiture ». Donc déjà, mais en bateau, on a cette chance de partager quand même un univers, malgré tout, avec des valeurs qui sont communes, quelle que soit la manière de l'aborder.
j'ai perdu le fil de mon truc. Merde, j'étais parti sur un truc intéressant, je crois. Bah, c'est par rapport à comment dire, la manière dont la société contemporaine est effrayée par la mort des musulmans. Et voilà, et on déresponsabilise dans tous les domaines parce qu'on légifère. Je vais vous donner un autre exemple très concret. J'ai eu la chance de faire 50 traversées de l'Atlantique, 4 tours du monde. Mais j'ai eu l'obligation, il y a quelques semaines, de passer mon permis hauturier. Et enfin, j'ai le droit maintenant d'aller au moteur à plus de 6000 des côtes. Donc ça montre bien qu'on légifère pour tout le monde. Et c'est logique. Et on légifère pour le dénominateur commun le plus bas. Enfin, le moins compétent. Le plus... on passe notre temps dans le TGV, à chaque arrêt, à nous dire « attention en descendant ». La porte va s'ouvrir toute seule, pas descendre quand le train est en marche. À marquer sur les micro-ondes, mettez pas des chats pour les sécher. C'est dramatique. On déresponsabilise le genre humain en permanence, sous couvert de le protéger. Mais cette protection réglementaire, légale, sans laquelle, malheureusement, un maire du moindre patelin, si un panneau de basket se pète la gueule, va aller en prison. Tout est à l'avenant, tout est à l'avenant. Parce qu'il va être attaqué par une famille du défunt éventuel. « Ah, monsieur le maire, le panneau est tombé sur mon fils, il est mort. » Bon, bah, dommage, on est bien d'accord. Mais là, il faut, je trouve, moi je suis sincèrement... Alors c'est vrai que c'est une déformation professionnelle d'un marin tout seul qui a l'obligation non pas d'être bon partout, parce que c'est pas faisable, mais d'être mauvais nulle part. Voilà, quand on est tout seul sur un bateau, bah, c'est qu'on l'a choisi, c'est une chance, et même un luxe, on n'a pas le droit de s'en plaindre, mais il faut gérer. Et en plus, sur un bateau, quand on veut dire stop, bah, on ne peut pas dire stop, il faut continuer. Il n'y a pas de facilité. Et je m'emporte un peu, je remarque ça. Mais c'est vrai que je n'aime pas, on ramollit. On ramollit tout. Il n'y a plus de décision. Et quand je vois, même dans la rue, je comprends, mais là, j'avais envie de respirer un petit peu tout à l'heure en marchant dans Paris. Là, j'avais pas de masque. Oh, les regards suspicieux, mais c'est Vichy, là. Oh là là. On est où, les mecs? Et ça va, c'est bon, c'est bon. Et il y a de l'air frais. Je comprends, hein. Il y a des grandes problématiques planétaires et c'est difficile de gérer une meute de petites fourmis que nous sommes, mais on en perd les individualismes totalement. Donc, à la fois, je ne suis pas non plus d'accord avec nos fameux zadistes, tous les punks à chiens qui vont faire les cons là en Bretagne. Enfin, pas d'accord. Il n'y a pas besoin de se rebeller. Il n'y a pas besoin de faire exprès, de faire contre. On est bien d'accord. Mais ça devient encadré, quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud, je trouve. C'est vrai. Hein. Alors justement, à contrario, pour ceux qui en ont oublié la saveur, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel goût a l'aventure, en fait, pour l'être humain? Mais l'aventure, c'est de traverser la rue aujourd'hui. C'est vrai, sans masque. Oh, c'est chaud, hein. Il y a des caméras. En fait, l'aventure, elle est intérieure. Beaucoup l'ont revécu, vraisemblablement, depuis quelques années, et surtout cette dernière annus horribilis. Et je pense que c'est important, ça. La lecture de ce point de vue-là est intéressante. C'est vrai qu'on peut lire, on peut partager des aventures intellectuelles, pourquoi pas. Et puis surtout, peut-être s'intéresser aux autres. La vraie aventure, c'est de s'intéresser aux autres, vraisemblablement. Moi, je suis passionné par les gens qui font bien leur métier. Vraiment. Et ce n'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais j'aime bien. J'aime bien arriver quelque part, puis sentir qu'il y a du peps, il y a du machin, et il n'y a pas besoin de traverser l'Atlantique ou d'aller sur la Lune pour être un vrai aventurier, pas du tout. Et il me semble que... Il ne faut pas être obnubilé par le risque, il ne faut pas être... Non, mais ce n'est pas du tout le goût du risque qui me permet ou qui m'a permis d'en arriver ou de faire tout ça. Pas du tout. J'aime bien... Ce que j'aime bien, c'est exploiter 100% du potentiel d'un outil. Donc, ce n'est pas la taille d'un bateau qui importe le mieux, qui importe le plus. Ce n'est pas la taille des oreilles qu'on entend le mieux. C'est quand on refait la course en solitaire du Figaro sur du petit bateau de 8 mètres, après avoir fait une transat à 30 nœuds de moyenne, ça n'a rien à voir. Et c'est pourtant ce qui est le plus dur. C'est d'exploiter son potentiel, celui des autres, de rendre le travail des autres plus facile, quand on est en équipage. C'est à ça qu'on sert. Il y a plein d'aventures permanentes à redécouvrir. Moi, évidemment, j'ai un naturel passionné. Ça se sent un peu. Bon, d'accord, c'est une chance, hein, je sais. Je suis une petite cylindrée, mais pleine de... pas de puissance, mais en tout cas d'efficacité. Je ne sais pas si je suis efficace. Non. Ça veut dire quoi, efficace, d'ailleurs? De peps. Ouais, il y a de la patate un peu, et c'est un peu ennuyant, vraisemblablement. Mais au moins, ça me permet d'avoir l'œil vif, de m'intéresser à... Là, quand je suis ici, sur ce plateau charmant, vous avez bien décoré, les garçons, il est magnifique. Il y a des choses, tac, 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 Bon, il y a Napoléon. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a Napoléon partout. Vous êtes fan de Napoléon en ce moment, non? C'est l'année.
Ah, c'est l'année de Napoléon? Non, Ah bon, d'accord. Les haines. Mais si, remarquez, je crois qu'il y a un jubilé en plus. Mais s'intéresser à ce qui peut ne pas paraître intéressant, s'intéresser aux étoiles, aux machins. Il y a tellement de choses.